C'est une parcelle d'innocence, peut-être un gage, une assurance. Est-ce l'envers de la turbulence? L'humanité sans préférence. Sa peau est rouge, mais non de sang, ou bien de souche ou d'arrivant. On pourrait dire un descendant de deux Amériques en même temps. Il aurait pu naître en décembre, ce fut la veille de la Saint-Jean. Entre amour et déchirement, le petit bonhomme gingembre. Oui. La musique que tu vas chanter à cause. Il témoigne de la différence et à la fois de la ressemblance. Quels seront Si ses tu aimes le appartenances? soleil, si De tu quoi aimes sera le fait soleil, son si tu aimes le soleil, Chanson ça trop démarre. pour un enfant. Il a toute la vie Tu aimes le soleil, ça démarre. devant ce sujet. Oui, le docteur. Bravo! Je tiens son grand-père, moi. Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour Fiston, pour Itzae. Donc, je voulais te dire que je t'aime, que je suis fier que tu sois le grand-papa à Itzae. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour lui aussi. C'était vraiment un bon exemple de grand-père pour lui. Donc là, je suis vraiment content que tu sois dans ma vie et celle d'Itzae. Puis en fait, je voulais te dire que tu es une très belle personne, une personne très sincère, très honnête, qui c'est ça, très généreux. Puis merci pour tout ce que tu fais pour mon petit coco Itzae et pour moi et pour moi. Donc merci beaucoup, on t'aime beaucoup. Ce fut la veille de la Saint-Jean. Bon ben bonjour, peux-tu me parler de ton grand-père? Ben, mon grand-père, la chose que je retiens le plus, c'est genre, il m'a appris beaucoup de choses, là. Il m'a appris comment faire les divisions sur le papier, là. Puis aussi, on faisait des cours de philo quand j'avais 8 ans, je pense, l'année passée. Pendant la pandémie, on prenait comme 1 heure ou 2, il me posait une question, puis là, on répondait. Ben, je répondais, là. C'est ça. Parfait. Puis, aimerais-tu savoir comment était ton grand-père à ton âge? Ouais. Parfait. Parler de ma jeunesse. À partir du moment où pratiquement je suis né, Libre à toi. je sais pas que je me souvienne exactement, tu sais, avant 5 ans ou avant 2 ans ou avant 3 ans, mais je fais des choses. À partir peut-être de photos ou peu importe. Mais moi, je suis né en 1947 et je sais que j'ai vécu à peu près 1 an chez mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Donc, du côté de ma mère. Ça, c'était sur la rue Hawarden, près du Forum de Montréal, puis du Montreal Children's Hospital, tu sais. On avait la maison. Ça veut dire, mon grand-père, il avait un bloc appartement. Mais un bloc assez haut, là, qui montait, je pense qu'il y avait 4 étages. Il y avait eu son héritage, en tout cas. Ça fait que... Puis lui, on restait au rez-de-chaussée. Fait que je sais que mes parents, ils ont resté là pendant 1 an, avec moi. Ben, j'étais le seul enfant à ce moment-là. Là. Puis après ça, nous sommes déménagés à Ville-Saint-Laurent, au coin de la rue Saint-Germain et de Selle.
Ça, j'ai resté là pendant... Ben, j'ai dû rester là pendant 9 ans environ. Mais moi, j'avais... Ah oui, en tout cas, j'avais un gros défaut, c'est que je me cognais la tête, même toi. Pour... je me cognais la tête par en arrière, le fond de la tête, le derrière de la tête, sur la porte. Mettons que j'étais dehors, là. Mais des fois, en tout cas, là, c'est vague un peu, mais je sais une chose, c'est qu'il a fallu que je m'attache, tu sais. Après la corde à linge, avec une corde, là. Là, je pouvais me rendre jusqu'où je pouvais. Mais là, quand je revenais, il fallait que je rentre, là, dans la maison. En tout cas, je voulais rentrer, ben là, c'était une manière d'aller. Je pense que j'avais une poque à l'arrière de la tête. Là, il va y avoir des affaires que je vais te conter, là. Ah oui, hey, écoute. Hey, c'est pas pour rien que moi je capote sur l'accordéon. Pourquoi? Hey. Chez nous, on avait un pensionnaire. Il s'appelait M. Gabel. Si je me trompe pas. Il me semble que c'est M. Gabel. Moi, ça, c'est un Allemand qui avait fui l'Allemagne dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Même, il s'était cassé un bras volontairement pour ne pas aller à la guerre. Mais malgré tout ça, il jouait de l'accordéon clavier. Hey, il sortait l'accordéon, je capotais. Hey, là, j'étais petit, là. J'avais en bas de 5 ans, là. Je ne sais pas combien de temps qu'il est resté chez moi, mais en tout cas. Fait qu'il s'appelait M. Gabel, l'accordéon. Aïe, aïe, aïe. Fait ça, c'était notre locataire. C'est une manière, finalement, de payer le loyer, là, jusqu'à un certain point. Il y avait des affaires au plan santé que j'étais assez... Ah oui, ça, c'était particulier. Parce que dans ce temps-là, les médecins, ils venaient à la maison. OK? Donc, le médecin de famille, il venait à la maison. Et puis moi, j'avais un problème de santé, je faisais des convulsions. Autrement dit, je perdais la boule complètement. Ils appelaient ça le petit mal, qu'ils appellent dans le temps. Surtout le soir, la nuit, ou quand je me réveillais le matin, en tout cas, peu importe. Fait qu'à ce moment-là, t'es pas conscient, tu sais. Puis là, j'étais monté sur le lit, puis sautais sur le lit, puis toute la patente, puis là, il a fait... Puis quelqu'un qui fait des convulsions, il faut que tu sois prudent, pas le réveiller trop fort, trop vite. T'sais. Puis je me souviens que le médecin avait dit à mes parents, il a dit, lui, là, parce que mes parents, eux autres, étaient membres de la coopérative d'habitation de Montréal. C'est-à-dire, il avait parti une coopérative d'habitation à Saint-Léonard-de-Port-Maurice dans le temps. Puis Saint-Léonard-de-Port-Maurice, c'était la campagne. Autrement dit, si vous allez maintenant à Saint-Léonard-de-Port-Maurice, qui est un arrondissement de Montréal, alors vous allez voir qu'à partir de la rue Jarry, jusqu'à la traque de chemin de fer de Montréal-Nord, c'est tout construit maintenant. Mais dans ce temps-là, ça allait jusqu'à la rue Lavoisier, si je ne me trompe pas. Il y avait un parc, là. Il y avait en plus le trou de fée. Ça, c'est une caverne qui est maintenant une caverne de spéléologues que les gens peuvent visiter jusqu'à un certain point. Mais nous autres, on allait là-dedans. Fait que, on avait un terrain immense où est-ce qu'on pouvait faire nos flèches, nos arcs, nos flèches avec les bouts de bouchons de coke qu'on mettait après, puis qu'on... Fait qu'il y avait des arbres, évidemment, tu sais, c'était le bois, c'était le champ, puis il y avait des cultivateurs, puis moi j'ai travaillé pour des cultivateurs, j'avais 12 ans. Alors, 12-13 ans, on ramassait des carottes. Les carottes, dans ce temps-là, ils étaient longues de même. Alors, oh boy. Fait que c'était des mannes de carottes. Les mannes, là, c'était gros comme ça. Mettons, gros de même, fait que tu remplissais la manne de carottes. Je t'ai payé 50 cents la manne. Mais 50 cents dans ce temps-là, en 1956, 57, 58, 59, ça valait beaucoup, 50 cents. 50 cents de l'heure. Puis les carottes étaient grosses, fait que c'était ça pas pire. Hein? C'était pas des petites carottes de rien. Autrement dit, la manne, elle se remplissait. Alors ça, j'ai travaillé dans le blé d'Inde, ramasser du blé d'Inde. Dans ce temps-là, je me souviens, le cultivateur ou le maraîcher, il s'appelait M. Martineau. Eux autres, c'était deux frères, puis il y avait une grosse. Il allait loin, à partir de la rue Jarry, là, jusqu'au nord, bien loin. Puis là, les autres, ils appellent ça un tombeau, ou un tombeau, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça, c'était tiré par deux gros chevaux de trait. Fait qu'on ramassait le blé d'Inde.
Donc, tu sais, casse le bétain de garage dans le tombeau, pouf! Fait que ça, avec mes chums, là, on avait toute une gang, là, qu'on avait travaillé pour eux autres, je sais qu'à un moment donné, on avait... Parce que là, les chevaux, ils les mettaient dans le champ, tu sais, il y avait des clôtures, évidemment. Mais nous autres, on allait voir les chevaux, puis on embarquait dessus. Hey, le cheval, là, ça mesurait, là. Hey, écoute, la tête nous allait même pas aux fesses, là, tellement qu'on était haut sur ces chevaux-là. C'était des chevaux de trait, tu sais, des gros chevaux belges, là, ou je sais pas quoi. Là. Fait que, écoute, ça a été c'était effrayant, là, Fait que c'est ça que le docteur avait dit. Il a dit, lui, là, quand il va se ramasser en campagne, il n'y en aura plus de crise de même. Il a absolument raison. Ça, c'était... Ensuite, évidemment, là, l'enfance. Ben, c'est ça, on allait chez mon grand-père. Ben oui, pratiquement tous les dimanches, là, on sonnait le souper là, sur la rue à Warden. Là. Mon grand-père avait un jardin en plus, fait que c'était fun. Mais le jardin, là, aujourd'hui, on dirait, hey, c'est pollué, ça n'a pas de bon sens. Son jardin dans sa cour, là, ben, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les trains qui passaient, là, c'était au charbon, ça. Ça, c'était des trains qui garochaient, des trains à vapeur, mais chauffés au charbon. Tu sais, le feu, là, c'était du charbon. Ouch! Fait que quand ça passait, il y avait de la suie partout. Fait que le monde qui restait là, il respirait ça à journée longue. Alors, la rue Aimé-Renault, quand ils ont construit les égouts, bien évidemment, il fallait construire, il y avait de mettre la rangée de maisons, là. Les égouts, et tout, mais il fallait qu'ils dynamitent. Ça a été la même chose quand ils ont fait les sous-sols des maisons. C'était sur le roc. Hey, la dynamite, mon ami. Ben, t'as la grosse pelle mécanique qui arrive avec le gros tapis épais de même, là. Tout en corde, là. Ça doit peser 2 tonnes. Puis c'est large à peu près comme, je sais pas, moi, la cuisine ici, là. Fait qu'ils déposaient ça par-dessus la dynamite. Là, à un moment donné, il faisait sauter la dynamite, la roche, mais il ne fallait pas que ça revoque par ça. C'est pour ça qu'ils mettaient un gros tapis épais comme ça, là. Fait que, qu'est-ce qui restait dans le trou? Ben, c'était des fils de dynamite. Les petits fils, là, qui conduisaient qui conduisaient de gars qui pèsent sur le piton pour que ça saute. Puis jusqu'au bâton de dynamite. Mais le fil, il restait là, lui, là. Ben, nous autres, mon chum puis moi, Jean Soumis, qui s'appelle... surtout avec Jean Soumis, on ramassait des fils d'un poste à l'autre, on va dire ça comme ça. Fait que d'un poste à l'autre, on fabriquait nos affaires avec les fils en question. Puis, c'est extraordinaire, ça. Tu sais, c'est quand ça marche. Ah, ça marche! On a disséqué des grenouilles ici, on a fait bien. Parce que là, dans le champ, là, il y avait des rats musqués, il y avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, fait que on a pogné bien des grenouilles, ça c'est vrai. Mais on les disséquait, tu sais. On a essayé de domestiquer des pigeons. Puis là, on est à Saint-Léonard, comme les pigeons, c'est pas comme dans le centre-ville de Montréal, puis où justement, à la station Atwater, où c'est qu'il y en a plein de pigeons, ça, je me souviens très bien de ça. On se demandait, écoutons, des pigeons, c'est des colombes, ça se peut pas, c'est des colombes. Alors, comment on faisait ça? Là, franchement, c'est assez vague, mais n'empêche, on a quand même réussi à en capturer au moins une colombe dont on s'est occupé certain temps. Je ne veux pas mêler dans mes souvenirs parce que des fois la mémoire, c'est bien bizarre. Mais je sais qu'on l'avait laissé aller dehors puis qu'elle était revenue. Ah ouais. Moi. Elle est venue nous voir. Elle est venue nous voir. Mais là, la domestication d'un animal, là, ça prend bien plus de temps qu'on en a pris. Là. Je comprends pas. Mais après, quand on l'a relâché, là, on l'a plus revu. Fait que ça a cessé de ce côté-là. Mais on s'est rattrapé sur les mulots. Alors, évidemment, à Saint-Léonard de Port-Maurice, on faisait tous les champs jusqu'à la traque de Montréal-Nord. Alors qu'on y en avait des mulots en tabarouette. Fait que, on attrapait des mulots, on amenait ça chez nous. On se faisait des cages en carton. Là, à un moment donné, on nourrissait des mulots. Un mulot à la fois, quand même, pas des mulots. Et puis, à un moment donné,
on s'apercevait que le Milo était plus dans la boîte. Il est où dans la maison, le maudit Milo? Fait qu'en tout cas, je pense que ça a pas mal fini l'histoire des Milos, parce qu'à un moment donné, les parents s'en mêlaient pour dire hey, écoute, tu vas mettre ça dehors, le Milo, ça n'a pas de sens. Ça aussi, on a fait ça. On a fait des affaires. Mais on a joué au football. Des fois, il arrivait de la violence. Au football, il y a de la violence. C'est-à-dire qu'il y en a qui exagèrent. Il y en a qui font prier pour tester les autres. Tu sais. Fait qu'il y en a qui m'avaient testé une fois. Au football, tu n'as pas de doigt d'enfarger. Non. Quand tu enfarges, c'est 15 heures de punition, on n'avait pas d'arbitre, nous autres. Là. On s'arbitrait soi-même. Fait qu'à un moment donné, j'avais dit le gars, là, elle refait plus ça. Puis, tu vas manger une tabarnouche. Il a fait ah ben, c'est bon. Il sauté dessus. Là, j'ai pogné les nerfs. Dans le temps, on a une expression j'ai pogné les bleus, on appelle. Là, j'étais pas arrêtable, là. Enfin, là, les gars, ils trouvaient de m'enlever dessus du gars, toute la patente. Oh boy. Fait qu'en tout cas. Mais c'est la seule fois que je me suis battu de ma vie pour le vrai. C'était de la légitime défense, là. Mais, tu sais, dans la légitime défense, des fois, tu peux pas des pédales pareilles, tu sais. C'est dur à arrêter parce que tu vois rouge, tu vois bleu, tu vois plus finalement. Ben oui. Fait que ça, c'est avec mon ami Jean-Soumis. Mais j'avais un autre ami dont je ne t'ai peut-être pas encore parlé, qui s'appelle Pierre Robert. En tout cas, je nomme des noms parce que ça les dérangerait peut-être pas d'entendre leur nom dans un documentaire. Alors, mon ami Pierre Robert, c'est un autre phénomène. Et c'est un autre genre complètement. Avec lequel j'ai eu beaucoup d'aventures aussi. D'ailleurs, on faisait des créations de théâtre, puis toute l'affaire. On faisait des pièces, on les composait. Avec Diane aussi, son amie actuelle, sa conjointe. Écoute, tous des amis d'enfance. Un beau travail d'équipe qu'on faisait ensemble. Ça a été vraiment spécial. Puis même, on a été dans les scouts ensemble, on a fait bien des affaires. Puis moi, pour faire, pas raccourcir l'histoire avec Pierre, mais moi, Pierre, c'était moi, j'étais bien gêné avec les filles, tu sais. Oh boy, aïe, aïe, aïe. Puis là, ben, d'ailleurs, c'était une façon de faire, c'était de composer des chansons, puis essayer de creuser les filles avec mes chansons. Mais Pierre, il n'a pas besoin de faire ça. Je ne sais pas dire qu'il en avait naturellement. Alors, c'était comme mon modèle de creusage. Alors, puis, il y avait du charme, puis tout, puis c'est ça. Même Jean-Soumis aussi. Fait que, là, pendant qu'il y avait des blondes qui se confirmaient, moi, ils se confirmaient pas. Rendu à l'âge de 13 ans, ben là, on quitte le primaire. On va dire ça comme ça. Mais mes parents, ils sacrifiaient beaucoup pour nous autres. Là, il faut dire qu'à l'âge de 13 ans, moi, mes 3 autres frères sont nés, tu sais. Une différence avec Gérard, une différence de 9 années. Donc, le premier, c'est moi. Donc, il m'envoie au collège jésuitiste sur le boulevard Rosemont, Montréal. C'est un collège privé. Bon, évidemment, oui, il croyait beaucoup au collège classique. C'est un collège classique de l'époque, là. Fait que éléments latins, versification, méthode, non, versification c'est 4e. Syntaxe, éléments latins, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, rhétorique, philo 1, philo 2. Moi, au collège de Zédis, je me suis rendu jusqu'en belles lettres. Parce que je suis pochais en mathématiques. Fait que j'ai recommencé ma belle lettre. C'est ça l'affaire qui est arrivée. Fait que ça veut dire qu'on est au mois de septembre, je recommence ma belle lettre à cause des mathématiques. Ah, il m'avait même, oui, je me souviens très bien, à l'époque, durant l'été, on avait même engagé un professeur privé pour les mathématiques pour moi. Tu sais. Ouais, en tout cas, je pense que j'avais compris un petit peu. Mais pas suffisamment, pas rendu au mois de décembre, pour passer mes mathématiques encore une fois. Ah, tabarnouche. Mais, pour moi,
j'ai appris beaucoup de choses au collège. Là. Donc, on avait un professeur, c'est sûr, il faut quand même. Tu vas aux études, là, tu fais pas du sport. Là. Moi, c'est bien important le sport. Alors, mais moi, en tout cas, il y a des professeurs. Quel professeur dont on se souvient tout le temps? Là. Même en mathématiques, j'avais 2 super professeurs, pas la même année, 2 années qui suivaient. Il était tellement sympathique, quand même, mais moi, ça ne rentrait pas les maths, t'sais. En tout cas. Puis il y en a un surtout, mais dans ce temps-là, des affaires qui se font plus aujourd'hui, là. Tu sais, quand il y en a un, mettons, un jeune, là, dans le fond de la classe, là, qui n'écoute pas, puis tout, là, puis que le professeur prend la craie, parce qu'il écrivait au tableau dans le temps, là, avec une craie, là, il garoche la craie. Pouf! Puis là, en plus, le professeur en question, non, c'est pas important d'avoir le nom, lui, c'est un joueur de softball. Alors, tu sais, des fois, il y avait des tournois des profs. Alors, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que c'est lui qui était lanceur, tu sais. Donc, madame, elle est battue à la bonne place. Pfff! Mais ça, c'est possible de ne pas se souvenir de ça. Mais là, ça se fait plus aujourd'hui. Il serait hors dehors de la classe, bonsoir. Comme le deuxième, qui s'appelle, je pense que c'est M. Fizette, je ne me souviens pas trop. Alors, lui, il me disait, c'était un Français, en passant. Français de France. Puis à un moment donné, il lui dit, allez, bande de filles paresseux! Chaque fois. Ça, c'est son leitmotiv. Incroyable. Alors, même avec lui, j'ai rien compris. Mais là, moi, c'est sûr que je l'avais déjà dit que le football, c'était mon sport. Là. Premièrement, au hockey, j'étais pas pire, mais au baseball, j'étais pourri. Je voyais même pas la balle arriver. Je trop dans le vide. Tu sais. Je shoot battre dans le vide. Tout. Mais je comprends, j'avais des problèmes de vision. Puis je mettais pas tout le temps mes lunettes. Fait que, au bout de baseball. Ben, tu mets pas tes lunettes, tu vas avoir la balle dans le front. Là, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire au hockey. Donc, ça pour te dire que le seul sport pour lequel j'avais moins de difficulté, c'est le football. Alors, puis la position à laquelle j'ai le moins de difficulté, comme n'importe qui a des problèmes de vision, puis qui ne met pas ses lunettes pour jouer, il a son casque, il a son équipement, il a tout, c'est centre offensif. Alors, centre offensif au football, c'est celui qui donne le ballon au corps arrière. C'est lui qui est sur la ligne, là, puis c'est lui qui donne le ballon. Mais moi, j'étais comme les plus jeunes de la gang. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'au collège classique, il y en avait qui avaient 22 ans quand ils finissaient là, à philo. Là. Moi, je pense que j'avais 17, tu sais, mais quand même, j'ai sûrement fait 2 années. Donc, celle où j'ai poché ma deuxième belle lettre, c'est celle-là qui a été... Ça va être long, mon histoire de football, mais que voulez-vous, c'est ma passion, comme dirait l'autre. Alors, j'ai participé, notre club s'appelait les Aigles d'Or du Collège des Eudis. Et les Aigles d'Or étaient... on a joué pour le championnat de la Ligue collégiale de football du Québec. Tu sais. Mais ça, la Ligue collégiale de football, c'était fort à ce temps-là. Là. Il n'y avait pratiquement pas de football universitaire. Là. Parce que les jeunes qui participaient, même les jeunes adultes qui participaient, ils étaient dans le collège. C'est les équipes les plus fortes, ça. Fait que moi, j'étais une équipe très forte. J'étais assez content de ça. Toute une fierté là-dedans. Là. Fait qu'on était bien fiers d'être dans les Aigles d'Or des Eudis. Et si je ne me trompe pas, souvent c'est le 13 novembre 1900. Je me trompe des fois, là, moi je pensais que c'était en 66, mais c'est en 65 finalement qu'on a remporté le championnat collégial de la province de Québec. Fait qu'on a joué contre le Collège de Montréal. Bon. Et puis, alors, c'était... je sais que mon grand-père était dans les estrades. Quand même. Fallait gagner. Puis, tu sais, c'est quand même lui qui m'a initié au football, là. C'est important. Fait que là, à ce moment-là, ben écoute,
Alors, on peut faire un résumé de la partie. Écoute, à la première demi, on perdait 13 à 1, je pense. Hey, le coach, Roger Hébert. Tu sais, ça compétitionnait même entre les coachs là, à l'époque. Tu sais, le coach du Mont-Saint-Louis, le coach des E10, le coach, en tout cas, c'était l'enfer. Puis là, ben, tu sais, il y avait une fierté pour les coachs que leur équipe gagne, man, tout d'autre. Puis moi, pendant la première demi, je m'étais déchiré les culottes de football dans le califourchon. Ah ben, moi, fait que là, moi je m'énervais. Avec ça, tout le monde va voir mes bijoux de famille. Ben non, pas à ce point-là quand même, mais ce qui était drôle, c'est que moi, je me déconcentrais un peu, là. Fait que, au moment de la pause, la demi, ben, toi, le coach. Là, Marc Aurèle, lâche-toi les culottes, là, puis on joue. Tu sais? Mais là, c'était pas tout de ma faute, là, quand même, qu'on perdait 13 à 1, de loin de là. Ah non, on n'avait pas, notre offensive ne fonctionnait pas comme il faut. Meunier n'avait pas passé. Meunier, c'était notre centre arrière. En tout cas, léger, notre centre arrière, demi, en tout cas, peu importe. Il y avait quelque chose, les autres ne marchaient pas. Fait que là, on est revenu à la deuxième demi. Et là, on a oublié l'affaire. On a réussi à gagner la partie 14 à 13. C'est nous autres qui avons marqué tous les points de la deuxième demi. Puis, le point final, grâce à moi, il restait à peu près 1 minute à jouer. On était à 30 verges des buts de l'adversaire. Puis là, moi, je devais faire une remise parfaite à Jimmy Sofio, qui est mon corps arrière, qui est le batteur en même temps, pour lui envoyer ça direct dans le numéro, pour qu'il prenne le ballon, batte le ballon dans la zone des buts de l'adversaire, et qu'on aille plaquer le gars pour pas qu'il sorte. Ce qui a fait un point. Et on a gagné 14 à 13. Alors donc, la première année, propédeutique à l'Université de Montréal, il y avait des mathématiques. Là, j'étais stressé. Mais, j'étais comme si mon élan du collège Roussin. Parce que j'ai réussi à passer avec 70. Si je ne passais pas, là, je n'aurais pas pu jamais faire travailleur social, moi, là. Pour moi, grand-papa Jean, de son petit nom, comme on l'appelle tous ses petits-enfants, c'est quelqu'un de créatif, c'est toujours beau de le voir aller avec ses projets musicaux. D'ailleurs, la musique, c'est très important pour moi, donc je pense que j'ai un peu hérité ça de lui. C'est ça, donc c'est toujours beau de voir, même à son âge, avoir gardé la musique dans sa vie. On voit qu'on peut garder les passions qu'on a, c'est ça, proche de nous, puis nous garder motivés grâce à ça. Donc ça, c'est beau à voir. Les paroles aussi de ses chansons sont toujours belles. Donc on gardait des beaux souvenirs de lui aussi avec sa musique, avant le CD, parce que des fois il fait des CD aussi. Donc ça, c'est toujours plaisant de voir son côté créatif. Sinon, c'est sûr que son métier, je le trouve très intéressant, là, qui a été travailleur social. J'aimerais ça en savoir un peu plus là-dessus aussi, parce que je sais qu'il travaille des années là-dedans et que c'est pas toujours évident. Donc, côté humain aussi. Puis, je sais pas comment il a fait en tant que personne quand même anxieuse pour faire ce travail-là, parce que pour moi, c'est un travail qui est assez stressant. Donc, je sais pas trop comment il a pu dealer avec son aspect stressé que moi aussi j'ai, en fait, en effet. Donc, oui, c'est. Mais comme on a déjà discuté, oui, c'est quelqu'un d'anxieux, mais je pense que c'est justement parce qu'il est soucieux que tout se passe bien pour les gens autour de lui. Donc, ça, c'est aussi une qualité que je trouve, malgré le défaut, on peut voir comme une qualité. J'avais un cercle d'amis quand même, un peu le cercle d'amis de jeunesse dont on a déjà parlé. Et parmi le cercle de jeunesse, il y a des contacts qui se font entre les amis des amis. Tu sais, des amis de mes amis me présentent l'ami, eux. Alors, et cet ami, écoute, il me tombe dans l'œil en devant de bouche. Fait que écoute, on a commencé à se fréquenter, tu sais, puis toute la patente. On allait voir des boîtes à chansons, ouais. Fait que finalement, de fil en aiguille, je pense que ça a duré un bon 4-5 mois, tu sais. Je ne sais plus combien de temps, en tout cas. Peut-être pas assez longtemps, finalement. Mais suffisamment longtemps pour avoir un premier baiser mouillé qui appelle French Kiss. En français, baiser mouillé.
Oh, c'était bon, 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 bon. Fait que... Et cette personne, d'ailleurs, est devenue... je n'en aimerais pas le nom, mais en tout cas, ça a fini abruptement, pareil, après le baiser mouillé dans la même séquence. Qu'elle me dit, oh, je pense qu'on ne devrait pas continuer, parce que je vais te faire de la peine, je vais te faire du mal. Et tu dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ben oui. Fait que finalement, tu sais, quand la personne t'a dit ça, ouais, ok, mais tu ne peux pas inciter, c'est bien correct. Mais cette personne-là est devenue assez célèbre quand même au Québec, dans le cinéma d'ailleurs. Et puis, même sa fille aussi. Fait que, je vous laisse deviner, peu importe. Fait que c'est ça. Par la suite, bien évidemment, j'ai entré à l'université à l'automne 66. Et puis, c'est là que j'ai connu, après, je ne sais pas si c'est la première session. OK, mais à l'université, c'est ça, je ne suis pas sûr que je l'ai compté tout à l'heure, c'est possible. Ah oui, avec les mathématiques, si je reviens, je fais le tour. Je reviens en arrière, mais pour l'année par devant. Alors, en 66, j'entre à l'université en propédeutique, et là, il y a 300, on est 300 étudiants, tout le monde sur le même pied, dont Diane, que je ne connais pas encore. Évidemment, elle est dans 300. Mais les cours qu'on suit, compte tenu que Diane avait la sociologie, mais de toute façon, on suit à peu près les mêmes cours. Ben, pas tous les cours, mais oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, mon trajet d'autobus en passant pour aller à Saint-Léonard, c'est le même trajet qu'elle prend pour aller chez eux sur le bord Rosemont. Dans le temps, c'est Rosemont-Saint-Vallier, le coin. Alors, moi, je continue avec l'autobus, je m'en vais jusqu'à la Cordaire jusqu'à Saint-Léonard. C'est ça mon trajet. En tout cas, pour ceux qui sont de Montréal, ils savent de quoi je parle. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Fait que je pense que je l'ai croisé dans l'autobus, en sachant plus ou moins que là, on est à l'université, hein? OK. Ben là, tu t'es avoué, tu accroches pas, là, tu sais. Mais à un moment donné, il est venu un temps où ici, on a un cours où on était, je ne sais pas c'est quand, dans le même cours. Ou, ben non, je ne me souviens pas exactement, j'ai fait l'approche directement dans l'autobus, ou j'ai fait l'approche directement. Ah, peut-être par l'intermédiaire de Carole Grenier, qui était amie avec elle, puis qui me connaissait parce qu'elle était dans mon cours, elle. Fait que, en tout cas, peu importe, c'est pas si grave que ça. Mais je pense que c'est comme ça un peu que ça s'est passé. De sorte que, de fil en aiguille, ben écoute, rendu, là j'ai 19 ans, rendu à la deuxième session de l'université, on finit propédeutique, on réussit notre affaire. Et puis, je pense qu'on s'était connus à la deuxième session, hein, parce que moi je passe mes mathématiques, puis Diane, c'est elle qui me montrait. Oui, écoute, ça a été vite avec Diane, là. C'est elle qui m'aidait mes mathématiques de propédeutique. Mais le drame qui est arrivé, en tout cas c'est bizarre, tu vas te dire ça. On va te le dire. On va te le dire pareil. Tu fais pas ce que tu veux avec. Ben écoute, honnêtement, là, tu sais, il y en a d'autres des belles filles à l'université. Là, en ce moment, je pense que je regardais une fille, puis Diane a vu regarder une fille. Ça l'avait distraite à son examen de mathématiques, qui était le même que le mien, puis elle ne l'avait pas passé. Aïe, aïe. Ah, oh boy, il m'en a entendu parler à ta bouche. Fait qu'elle, là, elle a passé son été à refaire son cours de mathématiques. Elle m'avait aidé, puis c'est moi qui ai passé, puis elle a coulé. Pour la raison dont je viens de te donner. Que je viens de te donner, ça se peut-tu. Fait qu'elle a passé son été à étudier les mathématiques, les mêmes maudites mathématiques, pour passer, en fait, ça avait droit une deuxième chance, elle l'a passé. Écoute, là, Diane et moi, là, c'était le grand amour, là. Oh boy! Fait que, de fil en aiguille, on a suivi nos cours à l'université, elle en socio, en psychosociologie, moi c'était en travail social, et puis, écoute, on était rendu en 1900... on n'avait pas fini notre baccalauréat,
dans chacun de nos domaines. Puis on s'est mariés le 1er novembre 69. On demeurait sur le Bois-Rosemont, le bloc à côté. Puis la vieille madame qui louait son bloc ou les appartements du bloc, ben moi, ça me coûtait 35$ par mois. Un 3,5. Hey, c'est vrai, 35$ par mois. Hey, ça me coûtait pas cher de logement. Écoute, de toute façon, le livre de beurre était à 50 cents, j'imagine. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que, ben regarde, on s'est mariés, on était étudiants. Quand je suis arrivé à Nicolette, comme travailleur social en 71, puis Diane aussi, mais elle s'est occupée du planning familial avec Serge Mongeau. Ça, je ne sais pas si les gens se connaissent, Serge Mongeau, qui était médecin, qui est médecin. Alors lui, là, il faisait le tour du Québec pour installer des cliniques de planification familiale ou des méthodes de planification familiale. Ça, c'était avant-gardiste, là. Oubliez ça. La pilule anticonceptionnelle, même des cliniques d'avortement, non, c'était pas permis. Mais en tout cas, tout ce qui est contrôle des naissances. Fait que là, il faut être dans les campagnes, Diane faisait ça, là, puis faire la promotion du contrôle des naissances. Là, tu es en campagne, c'est assez conservateur comme mentalité, là, sérieux, c'est bien sérieux. En plus, les curés, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier une affaire, c'est que pour superviser ça, le travail, pratiquement, il y avait comme une espèce il y avait des curés. Parce qu'ici, il faut dire que c'est un diocèse là, central là, de la région, jusqu'à Victo, Drummondville, puis tout. Là. Fait qu'il y avait des curés, des prêtres qui avaient affaire au sujet. Tu sais? Ouch. C'est supposé être des prêtres évolués. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Peut-être. En tout cas, peu importe. Alors, tout ça pour dire que moi, ma job, ben c'est ça. Moi, ma job de travailleur social. Donc, je travaille avec les familles, les enfants, puis tout. Puis, j'avais un volet thérapie conjugale. J'avais un volet, moi, je faisais des groupes, justement, de parents, soit des hommes ou des femmes, par rapport à les séparés, ces séparations. Donc, on m'était tout fait un programme pour intervenir faire des groupes. Dans la clientèle, puis en dehors d'interventions individuelles. J'ai fait ça pendant un bout jusqu'à temps qu'on fusionne avec Trois-Rivières en 1973. Là, tout est tombé. Puis Diane, à ce moment-là, s'est en allée, elle, à Trois-Rivières pour travailler pour le gouvernement fédéral dans les projets de subvention des groupes, etc., etc. Après ça, elle s'est engagée en 1977, je ne me trompe pas, au Cégep comme professeur de travail social, auprès des techniciennes de travail social éventuel. Moi, j'ai continué au service social ici à Nicolette. Et puis là, la loi de la protection de la jeunesse est arrivée en 79-80. Fait que là, c'est sûr que moi, j'avais affaire au tribunal, là, puis des fois, je fais des rapports, puis je présente des... mais ça, après, quand la loi est arrivée, ben là, c'est sûr qu'il y a une période de flottaison, là, tu sais, c'était comme une période de transition, jusqu'en 1984, où est-ce que la vocation des centres jeunesse, ils n'appelaient pas ça dans le temps comme ça, les centres de services sociaux, en tout cas, peu importe, jusqu'à temps que ça s'appelle Centre Jeunesse. Ben à ce moment-là, c'était le CLSC, qui était, ça a pris du temps avant de l'instaurer, le CLSC. C'était déjà à Montréal, en tout cas. Fait que on a transféré du personnel au CLSC, tu sais. Moi, j'avais le choix, parce que j'étais un des plus anciens, puis j'ai décidé de rester à la protection de la jeunesse, pareil, même si je trouvais ça pas facile. Là. Mais c'est peut-être aussi à cette époque-là, en 84 quand même. De 82, moi, après mon affaire de PCO, là, puis mon engagement politique syndical, j'ai continué à faire du syndicat pareil, dans mon syndicat, là, mais sans politique. Fait que là, après ça, là arrive... Là, on se connaît, Denis et moi, d'ailleurs, puis Denis Moreau, dont je parlais tout à l'heure. Et puis arrive aussi plein d'affaires au niveau professionnel en termes d'intervention, intervention auprès des gens, des clients, des familles.
arrive la PNL, la programmation neurolinguistique. On est allé suivre des cours avec un psychologue. Monsieur Côté, si je me souviens bien, à Saint-Hubert-Longueuil. Mais lui, il avait déjà... Il s'invitait quand même à des endroits où on a entendu parler de ça. Fait que l'année où on est allé suivre le cours, il était super bon, là, vraiment. Là. Puis, Puis après ça, on a suivi des cours chez Joanne Rioux, là, ça c'est le centre de PNL du Québec. Ça, c'est étape par étape. Puis ensuite, j'ai suivi des cours d'hypnose clinique, de thérapie, comment ça s'appelle ça? Stratégique. Puis dans le cours, là, je te parle d'hypnose clinique, tout ça, on a fait plein d'affaires, on a appris ça. On a pratiqué. On a donné des cours ici, au centre jeunesse. On arrivait, Denis puis moi, puis on donnait des cours à la fin de semaine. Fait qu'il y en a qui s'engageaient, puis on chargeait, je ne sais pas combien, 60$ pour les 2 jours. Fait que tu mélanges toutes ces sortes de thérapies-là, là, puis que ça ravigote son âme, au niveau de l'intervention. Ça, c'est sûr et certain, ça fait du bien, parce que là, on vient comme un peu épuisé, là, avec les cas d'eau qu'on a. Puis il y en a tellement des cas en même temps. Oui. Peux-tu nous compter un de ces cas-là, des cas lourds? Ah, je peux t'en compter, oui, je peux t'en compter un d'ailleurs. Je vais te le compter celui-là parce qu'il est intéressant, parce que là, il fallait. Ah, j'en ai une couple, là. Ah non, mais il y a des affaires très décevantes dans le système. Là. Je vais t'en compter 2. Il y en a une, m'a fait une histoire écoute. C'est vraiment une famille fuckée, bien dure, là. Avec le père qui boit. C'est même pas le père des enfants. T'sais. En tout cas, il y a 2 enfants, l'autre, c'est les enfants de la conjointe. Puis la conjointe, pour que je filme. Ça prend de la drogue, ça finit plus. Fait que lui, les enfants en question, ben moi, on est en protection de la jeunesse, là, il faut que je fasse un rapport. Je fais un rapport de 30 pages. C'est pas la première fois que je vais au tribunal. Puis là, au tribunal, tu te fais questionner de tous les côtés par les avocats. Puis des fois, c'est comme... ça n'a pas de bon sens, les questions qu'ils posent. On dirait qu'ils veulent tout faire gagner leur client. Pas l'enfant qui est important, là. Il faut gagner le parent qui est fucké. Là. Ça va bien, tu sais, wow. Fait que moi, je pogne les nerfs des fois. Là, monsieur Marcorel, calmez-vous un peu. Fait que, puis là, le juge, là, il voit tout ça, là. Ben non, il y en a un en particulier, c'est juste dans ce cas-là, là. Et puis, à un moment donné, il décide de maintenir les enfants avec pareil, tu sais. Après toute la preuve que j'amène. Ça, c'est vraiment décourageant. Il a le front de me dire, dans un autre cas, j'amène devant lui, comment ils vont, les enfants de... Ben oui, à vous des remords, tu sais. En plus, arrive la loi des libertés, là, puis tous les autres qui enquêtent, il y a une section de protection de la jeunesse, là. Quand il arrive des cas, là, qui se passent de quoi, là, ben, ils viennent t'enquêter, sacré affaire, ils vident tous tes dossiers, ils checkent tout. Ça a été l'enfer de ma vie, ce cas-là. Mais il y a un autre cas, entre autres, sans rentrer dans les détails, que je trouvais difficile jusqu'à un certain point aussi. Puis, tu sais, ça avançait pas. Là. Alors, donc, il faut que j'aille au tribunal. Mais là, j'étais à Sorel, pas à Trois-Rivières. J'adorais le juge de Sorel. Je l'adorais, celui-là. Oh, oui. Tu sais, c'est pas parce qu'il répondait oui à mon rapport. Tu sais, c'est pas ça. Il était d'accord avec mon rapport, nécessairement. Mais une fois, je veux dire, il y a une famille, tu sais, t'essayes d'aider, tu essayes pour ça, là. Tu sais, tu arrives au tribunal, puis c'est un peu comme dans la petite vie, quasiment, là. Là, tu dis, tu sais, tu sais, ça prend du temps avant de passer, là. Des fois, il y a des retards, tu arrives à l'heure, tu sais, comme il faut, puis là, ben, ton cas passe pas, puis tout ta pétante. Fait que là, le client me dit, c'est long, hein? C'est long, mais c'est lui qui m'amène en cours, là. C'est lui qui me fait passer en cours parce que il conteste l'affaire. Puis c'est lui qui trouve ça long, tu sais. Là, j'ai dit, à qui dites-vous? T'as voulu dire que tu me donnes du trouble, ben, c'est long, mais à qui dites-vous que c'est long? Le gars, il me répond, il dit, ben, à vous. Subtil! Ouch! Ben, moi, quand je suis revenu au bureau, avec ça, le monde il riait comme des malades, là. À qui le dites-vous? Ben, à vous. Puis là, ben, le juge, en question, lui, à un moment donné, la cause a fini, l'audience est finie, ben, il dit, monsieur Marcolin, vous parlez 2 minutes.
Tu vas le correct. On ne peut pas toutes les sauver. On ne peut pas toutes les sauver. Ben là, ça fait du bien. Oh boy. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais arrêter de me fier juste à moi pour faire toute la job, puis je vais utiliser le tribunal plus souvent. Bon, revenons un petit peu à la politique, justement, de l'époque des années 60. OK? Bon. Alors, évidemment, on va partir de 66. En 66, il y a comme une petite démarcation là, qui se passe. Là. Compte tenu que la Révolution tranquille part en 60, avec les libéraux et tous les changements, là, que ce soit en santé, en éducation, la Régie des rentes du Québec, en tout cas. Et là, le sage Lévesque et compagnie perdent leur élection au profit de Johnson non national. D'ailleurs, les élections dans ce temps-là, je te dis qu'il n'y avait pas de loi vraiment qui contraignait qui que ce soit à faire quoi que ce soit. De sorte qu'il y avait beaucoup de fraude électorale. Des caisses occultes, des affaires de même, qui finançaient les partis politiques. Il y a une scission au niveau des libéraux. Alors, par exemple, il y en a qui, comme René Lévesque, qui décide de quitter le Parti libéral. Les plus nationalistes des libéraux, il y en avait plusieurs là, qui ont quitté. Michaud, en tout cas, plusieurs ont quitté le Parti libéral. Là, ils n'ont pas fondé un autre parti pour le moment. Il a fallu attendre en 68 pour qu'ils créent le Parti québécois. Nous procédons à la fondation d'un grand parti souverainiste québécois. Nous pouvons même devenir un peuple qui va s'étonner lui-même de ce dont il est capable, de ce dont il n'a jamais cru qu'il était capable. Jean-Jean Bertrand, il y avait un problème avec la langue française à l'époque, au Québec. Entre autres, à Saint-Léonard, où est-ce que j'habitais, et où est-ce que ma mère était commissaire d'école à la commission scolaire de l'époque, Le Royer. Oh boy, ça m'a fait. T'es bien chanceux que je puisse encore avoir le nom. Parce que là. Et puis, alors, il y a eu un mouvement qui s'est mis en branle parce que, avec Jean-Jacques Bertrand, Union nationale, au gouvernement, eux autres, parce que les Italiens de Montréal, parce qu'il faut dire que à Montréal, beaucoup d'Italiens arrivaient de l'Europe pour venir au Canada, et au Québec en particulier, et de sorte que à Saint-Léonard, c'était quasiment la place, et c'est encore le cas, comme on entend parler des fois, comme la mafia italienne de Montréal. Alors même, il y a un des Italiens réputés, c'était tout pas mal des entrepreneurs en construction, je dis pas mal, des restaurateurs, en tout cas, dont Baronnet, qui s'appelait, lui, il est même venu, je pense, si je ne me trompe pas, maire de Saint-Léonard à une certaine époque. Mais là, ce à quoi je veux en venir, c'est que en 1968, ou quelque chose comme ça, alors donc, Bertrand veut passer, parce que les Italiens revendiquent des écoles bilingues. Alors, école bilingue veut dire anglicisation des Italiens. Alors là, à ce moment-là, à Saint-Léonard, c'est comment je dirais, l'endroit où est concentrée la plus forte demande d'écoles bilingues. Et il y a une lutte qui s'engage entre les nationalistes qui veulent avoir l'unilinguisme français, et non dans les écoles, et non pas le bilinguisme. Alors là, ça a été la bataille de Saint-Léonard pour avoir la langue française. Ça fait partie des héritants qui, puis ma mère a beaucoup participé à ça, puis moi aussi, à l'époque. J'étais à l'université dans ce temps-là, quand même. Mais surtout ma mère, évidemment, elle était très nationaliste, ma mère. Alors là, ici, on a quand même un mouvement plus radical, à l'époque d'ailleurs, des années 65, où est-ce que ça s'appelait le FLQ, le Front de libération du Québec, et qui faisait sauter même des bombes, là, tu sais, dire, des boîtes à mal, des choses de même. Mais à un moment donné, il y avait eu un mort, surtout dans une manufacture, là, je pense que ça avait été fait. Ça, c'est sûr que, tu sais, tu dis, ouais, ils vont prendre la frustration, mais c'est ça qui va faire que ça va changer des affaires, tu sais.
Le terroriste, en fait, ça s'appelle du terrorisme, tu sais, d'une certaine façon. Alors, en 70, donc, arrive la crise d'octobre parce que le FLQ, il a grossi, mais il n'était pas si gros que ça. C'était pas si nombreux, les membres du FLQ. Et puis, donc, on enlève James Cross, le diplomate britannique à Montréal, vu que fédéral au Canada, au contraire, nous continuait à nous écœurer, là, puis à répondre à toutes sortes d'affaires, tout croche, là, qui ne faisaient pas l'affaire du FLQ, justement. Non plus qu'une bonne gang de Québécois, quand même. Pas parce qu'ils étaient membres du FLQ, mais mettons qu'il y avait beaucoup quand même, entre autres d'artistes, de poètes, de professeurs, de ci, de ça, qui étaient quand même un peu sympathisants de la cause. Ça fait que donc on parle d'octobre 70, alors à ce moment-là, vu que Cross, l'enlèvement de Cross ne change rien, alors on enlève Pierre Laporte, en avant de chez eux. Et puis là, ben, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je pense que ça a duré une semaine. En tout cas, finalement, il y a toute une controverse autour du fait qu'il a été assassiné. Il s'est assassiné lui-même en essayant de se sauver. Là est arrivée la loi de ces mesures de guerre, là, que Trudeau a envoyé l'armée à Montréal, entre autres, point qu'à Montréal. Ils ont arrêté 400 personnes qui étaient complètement innocentes. Ils les ont gardées pendant plusieurs semaines. Il y a eu beaucoup de perquisitions qui n'ont pas arrêté, mais c'est juste le fait d'intimider, enlever notre maison à l'envers. Puis des fois, ils trouvaient un livre sur le cubisme. Ils disaient, oh là, c'est pour le cubo. Le cubisme, c'est un art visuel. Donc, tu sais, des innocents. Là. En 1976, moi, j'étais plus membre d'un parti socialiste, tu sais. J'étais plus pour le socialisme. Je ne dis pas que l'indépendance n'était pas correct, le nationalisme, mais j'étais plus socialiste. Moi, j'ai participé à un groupe de gauche, d'extrême gauche, là, qui s'appelait en tout cas, la Ligue marxiste-léniniste du Canada, Manitoba. Fait que moi, là, innocent, en 80, j'ai même pas voté pour le oui, tu sais, c'est du fou, hein? Annuler mon vote. C'est le mot d'ordre du parti. Communiste ouvrier qui avait changé de nom. Hey, c'est malade. Mais il ne faut pas regretter. C'est comme ça. Tu sais, au niveau. En fait, le raisonnement était le suivant. Ça donne quoi? Ça ne va pas rien changer l'indépendance du Québec. Parce que qui va arriver au pouvoir? C'est des capitalistes et des bourgeois pareils, etc., etc. Mais je trouve que dans notre société actuelle, on manque beaucoup de coopération. Et bien, la compétition, la performance, ça finit plus. Manque de coopération, manque de tu sais, l'individualisme est à son meilleur, tu sais, c'est l'enfer. Tandis que dans ce temps-là, on avait des projets de société, on avait des projets, on avait toutes sortes de projets collectifs, tu sais, on échange le monde. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup sur la défensive là-dessus. Fait que moi, en 1982, le Parti communiste ouvrier dans lequel je suis membre et fait partie au grand désespoir de Diane, ma femme, parce qu'on était militants syndicaux en même temps, elle aussi, puis tout, mais elle n'avait pas embarqué. Parce que c'était quand même fou. C'était quand même pas un genre de secte, là, tu sais. Mais tu sais, on peut comprendre, l'idée, c'est de changer le monde. L'idée, c'est la révolution. Même armée, tu sais. La révolution armée. Hey, wow! Bravo! Écoute, on était, tu sais, ça fait un peu paranoïaque, là. On faisait des réunions clandestines, là, nous autres, là. On louait un motel pour faire une réunion. Tu sais, une chambre de motel. Puis là, on fallait toujours checker si on est suivi. C'est fou, hein? En tout cas, mais je suis sûr qu'on a tous été fichus. Ben, c'était pas si dangereux que ça, finalement. Quoique, à la CSN, était très présent. Puis je peux te dire même, oui, à la CSN, on était très présent, le Parti communiste ouvrier. D'ailleurs, qui faisait partie du Parti communiste ouvrier? Gilles Duceppe. Ensuite, celui qui a fait partie de la commission Charles Boileau,
le journaliste, en tout cas, lui, c'est Alain Saunier, qui était directeur de la programmation Radio-Canada. C'est tous des journalistes, ça, mais qui travaillaient pour le journal La Forge à l'époque. Fait qu'eux autres, là, ils sont convertis à la presse, ils se sont convertis à Radio-Canada. Tu sais, c'est quand même des compétents. Tu sais, mais tu sais, ça fait partie de ma gang. Souveraineté, communisme. Maintenant, ta philosophie politique, elle ressemble à quoi? Ben, écoute, c'est pas contradictoire que d'être indépendantiste, souverainiste au Québec, et puis anarchiste au plan politique, mettons. Il faut faire un résumé ou une phrase courte, mais qui veut tout dire. C'est l'ordre sans le pouvoir. Pourquoi? Parce que la première qualité d'un anarchiste, c'est la responsabilité. Ça peut paraître bizarre, mais tout anarchiste, quant à moi, doit être responsable. Liberté, libertaire, c'est un autre nom qu'on peut donner aux anarchistes, les libertaires, mettons. Mais c'est le but ultime, c'est le bien commun tout le temps. Fait que quand tu fais des actions, quand tu prends des décisions, quand tu fais des programmes politiques, ou quand c'est toujours le bien public et le bien commun qui est fondamentalement l'objectif à atteindre. Combien de gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui se sacrent du bien commun. Alors, ça vient par l'éducation. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux sortes de... C'est sûr qu'il y a eu des anarchistes violents, il y a eu dans toutes les sociétés. Moi, je ne crois pas que ça va avancer à quoi que ce soit, comme quand les manifestations des Black Blocs, puis tout, là, il y a eu bien des places dans le monde, en particulier dans le temps de la grève étudiant en 2012, là, ou des manifestations aussi qu'ils font de la casse ou peu importe quoi. T'sais. Ça avance rien parce que ça fait reculer les idées anarchistes. T'sais. Tandis que les anarchistes, d'après moi, devraient être responsables et considérer que les gestes qu'ils posent, c'est des exemples qu'ils donnent. Comme justement, le simple fait de prendre soin de l'environnement en mettant les déchets à bonne place. T'sais. Ça prend beaucoup d'éducation, beaucoup de sens commun, beaucoup de... J'essaie d'être positif, pas dire moins d'égoïsme, là, mais c'est un peu ça pareil, tu sais. Alors, mais en même temps, l'anarchisme, c'est paradoxal parce que faut faire en sorte que les capacités des individus soient au maximum. Ça veut dire qu'il faut que je te donne une chance, toi, en tant qu'individu, de t'épanouir au maximum. Donc, pour t'épanouir au maximum, il faut que tu vives dans une société épanouissante pour le monde en général de cette société-là. Si tu ne donnes pas les possibilités d'éducation, si tu ne donnes pas les possibilités de santé, si culturelles, des choses comme ça, ben les gens ils réussiront pas à faire valoir leur plein potentiel, tu sais. On essaie d'agir le plus démocratiquement possible, puis d'arriver à des consensus, puis tout. Là. Puis, tu vas me dire, c'est pas nécessairement de l'anarchisme que de faire ça, mais les principes sont là, puis quand tu les as, ben, tu essaies de les mettre en application. Ce que mon père m'a inspiré dans ma vie, une des choses, c'est premièrement la musique. Chez nous, il y avait toujours de la musique du plus loin que je me souvienne. Chez nous, c'était pratiquement 12 sur 12. Et puis, donc c'est sûr que ça m'a donné le goût aussi de composer mes propres chansons parce que mon père écrit depuis l'âge de 17 ans. Donc, pour moi, c'était une source d'inspiration de devoir créer de la musique, créer des paroles. Fait que ça m'a donné le goût de passer un message avec ce que je faisais. Puis aussi, une des choses que m'a transmise mon père, c'est l'amour de la terre, je dirais, parce que je me souviens quand j'avais 2 ans, j'étais dans le jardin avec lui, on récoltait des patates, on faisait pousser des légumes et des fines herbes. Donc, même si l'herboristerie, je l'ai découvert plus tard, plus quand ma mère a eu une
diagnostic de cancer du sein. Je me suis intéressée spontanément à l'herboristerie, mais j'avais ça en moi, plus l'amour de la nature. Je pense que mon père m'a transmis vraiment. Donc, c'est ces deux choses principales. Sinon, vraiment, c'est ce que je retiens aussi de mon père, ce qui m'a marqué, c'est son ouverture d'esprit, toujours en recherche, curieux sur plein d'aspects, mais aussi l'ouverture aux autres. Donc, chez nous, il y avait souvent de la visite. J'ai reçu des Nicaraguayens chez nous gratuitement. Il y avait beaucoup d'ouverture aux autres cultures. La musique, je parlais tantôt beaucoup de musique francophone, mais la musique inuit, la musique latino-américaine. Donc, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Pourtant la misère, ici comme là, sans présenter le même visage. On a parlé de l'Amérique latine, effectivement, 40 jours, en Colombie, en Équateur, au Pérou. Un des contacts que j'avais, c'était avec la CSM. Les syndicats, là, il y avait beaucoup de missions là-dedans, dans l'Amérique latine, syndicale, ou du moins des connexions entre la CSM, par exemple, dans lequel j'étais comme syndicat. Et puis, il y avait des échanges internationaux, de sorte que avec l'Amérique latine, on avait particulièrement des bons échanges. Alors moi, ils m'ont donné des contacts pour aller dans des familles. On a séjourné dans des familles en Amérique latine, particulièrement à Lima. Et puis, je pense que c'est un professeur. On a logé chez un professeur avec sa famille. On a passé quasiment des semaines, 5-6 jours. On s'est mis amis avec tous les enfants. Et ça, nous autres, avec le monde dans lequel on vivait à cette époque-là, on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Oh, pourquoi faire des enfants? Ça n'a pas de bon sens, moi, malheureux, toute la patente. Alors, finalement, on a vu que avoir des enfants, puis tout, c'est tellement de fun, c'est tellement beau. On a vu ça, ça nous donnait le goût après l'Amérique latine. Fait que, ça n'a pas été long. En 1977, Alexis est venu au monde. Et puis, après ça, ça a été mode en 1982. Il y a 5 ans de différence, mais quand même. Ensuite, alors c'est ça, c'est des belles années. On a fait bien des voyages, Diane et moi. Même parce qu'on a dit Monique, parce que Monique qui après est devenue ma conjointe un peu, là, après 2004. Monique et Diane, c'est des amis, tu sais, fait que on a souvent fait de parties ensemble, les deux couples, là, Claude et Monique, chez eux, chez nous, c'est même eux autres en 1977, parce qu'on restait au Port-Saint-François, on se faisait inonder à tous les années, on était tannés au bout. C'est sur le bord de l'eau, du fleuve, fait que ouf. Fait que là, on a acheté un terrain que Claude et son frère André nous ont vendu, là, sur le bord dans le rang Saint-Alexis. Puis, fait que, c'est ça, c'était un ami de couple. Là. On avait quelques amis de couple. On n'était pas nombreux, mais Claude et Monique, c'était nos amis de couple. Notre ami de couple. Fait que, c'est ça, on fait bien, on avait les mêmes idées politiques, pas mal, tout ça. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là? Oui, c'est ça. En tout cas, nous autres, c'est sûr que nous autres, on disait, au lieu d'acheter une piscine, par exemple, à l'été, lors des vacances, on allait à la mer, à Old Orchard, à Gunquit, Kennebank. Fait que, puis des fois, on faisait ça même avec la famille, mes frères, mes sœurs, j'ai pas de sœurs. Mes belles-sœurs, en tout cas. Puis on allait, on louait, mettons, un chalet, puis tout, là, go party, des fruits de mer, let's go. Que ça, on a fait des belles affaires là-dedans. Des belles années. De famille. Ouais. Mais souvent, c'était Diane et moi, puis les enfants. Fait que, mais comme je vous dis, l'autre fois, ça a été avec
ma famille à moi, côté Marcorel. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en plus de ça? Ben, est-ce que tes enfants étaient faciles? Oui, Alexis, super facile. Écoute, à 2 mois, je pense qu'il faisait ses nuits, tu sais. Ah ouais. Maude, ça a pris 5 ans avant de faire ses nuits. Ouch. Ben, Maude avait un problème avec la digestion du lait de vache, là, tu sais. OK. Fait qu'il a fallu aller à Montréal, à Sainte-Justine, le pot de diable, puis tout, là, en tout cas, on était découragés. Puis là, Maude, c'est vrai, quand t'es née, il faut dire une affaire, c'est qu'elle avait 2 cordons ombilicaux autour du cou. Pas 2 cordons, un cordon avec 2 taux. Ouch! Elle était bleue. C'était un enfant bleu. Ouh, tabarnouche, j'étais peurant, tabarnouche. Moi, j'assistais à l'accouchement de Maude, mais pas Alexis dans ce temps-là. Les gars, yes, tu sais, ils n'avaient pas le droit d'être dans la salle d'accouchement. Tandis que là, Maude, je l'ai vu, c'était assez peurant. Et puis, en tout cas, ça dépend peut-être pas de ça, là, mais tu sais, comme une espèce d'instinct de survie, là, tu sais. Ouais. Maude, c'est spécial. Et puis, fait que, au niveau de, c'est ça, au niveau du sommeil, elle avait le sommeil bien léger, puis elle se réveillait souvent la nuit. Fait que, puis là, ben, l'affaire de la digestion du lait. Fait qu'il a fallu avoir, on avait du, tu sais, il y avait du lait, pas synthétique, là, mais du lait protéiné spécial pour les enfants qui ne digéraient pas le lait de vache, là, mettons. Fait qu'elle a eu ça longtemps, là. Puis, quoi d'autre? À l'adolescence? Ah, à l'adolescence, moi, je peux pas dire qu'on a eu des enfants difficiles. Alexis, il était très sportif, là, en passant. Ben, en tout cas, le volleyball, il a joué au volleyball au secondaire bien longtemps. Quasiment tout le secondaire. Puis, moi, j'en revenais pas, là. Participait à des tournois, là, toutes affaires de même, avec d'autres écoles, là. Il était vraiment bon, Nicolette, là, puis sa gang, là. Un peu comme toi au football, mais au volleyball. Ouais, c'est ça, c'est une autre affaire. C'est ça, au niveau de niveau assez élevé quand même. Et puis, Maude aussi, elle a voulu suivre ses traces, hein, la même Maude. On l'avait mis au privé, on pensait qu'au public, elle avait plus de misère. En réalité, après 2 ans, privé, elle venait au public. Mais elle a joué au volleyball aussi. Elle a joué au volleyball. Et puis, mais c'est ça, Maude, t'es prématuré au niveau sentimental, émotion, petit chum, puis tout. D'accord, n'a pas été long, 13 ans, 14 ans. Ah, mon Dieu, on s'énervait avec ça. Oh boy, fait qu'à un moment donné, même une occasion, justement, à Allegria, dont je parlais tout à l'heure, je n'avais pas nommé le nom, là. Mais la base, tu sais, qu'on faisait de la musique, là. Fait que là, on allait là. Et maintenant, on arrive là, peut-être qu'on le voit avec son autre chum, tu sais, devant tout le monde. Ah, ça embrassait, ça. Aïe, aïe, on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aïe, aïe, fait qu'en tout cas, je me souviens pas ce qu'on a fait avec ça, mais ça a continué pareil. Et puis, non, on peut pas dire que c'est difficile quand même, parce qu'à l'école, ça allait bien. Et puis même, on n'a pas réussi à décourager de nos jobs, parce qu'à un moment donné, Alexis est allé... il est allé en administration, ça n'a pas marché, il est revenu à Trois-Rivières, puis il est allé à psychoéducation. Ben, il est allé à Montréal aussi, en psychoéducation, c'est vrai. Maude a fait son cégep à Trois-Rivières en travail social. Non, en fait, son cégep, mais avec... l'intention de faire travail social est allé à l'Université de Montréal, effectivement. Son cours de travail social. Puis, fait que, comme tu dis, moi, je fais des farces avec ça, mais on n'a pas réussi à les décourager, même si des fois, d'autres, on chialait contre la job, comment c'était tough. Fait que, voilà. On suit les traces. Moi, on a bifurqué quand même un peu, là, mais le travail social, le cours, ça a toujours servi, là, mais en herboristerie, des affaires de même. Alexis, c'est toujours l'éducateur. Un centre de jeunesse, puis que non, hein, c'est ça. Fait qu'on est bien contents d'eux autres. Non, on n'a pas eu de difficulté, vraiment. Bon, c'était peut-être des fois, je trouvais que Diane allait gâter trop, ça. Faut que je connais là-dessus, mais pas tant que ça, finalement. Ouais. Bon, on n'avait pas des objets on n'avait pas la même vision comment faire d'économie dans une maison.
Mais en général, ça se raccordait tout le temps. Puis, Parfait. ouais, on s'aimait bien. Passionnément d'ailleurs. Et parlant de fusion, ben, d'union, il y a quand même eu la maladie de Diane. Oui, c'est sûr qu'il y a eu la maladie de Diane, parce que en 2002, ben, à un moment donné, il avait des maux de dos, ça se plaignait jamais de ça, des maux de dos, pis tout, contrairement à moi, là. Bon, comment ça, les maux de dos? Non, je suis allé chez le Kiro, la maladie de sa vie, fait qu'elle va chez le Kiro, puis Kiro passe en radiographie, à Trois-Rivières, je me souviens peut-être Kiro. Tu sais, à un moment donné, tu sais même plus à qui te vouer, là. Puis là, à un moment donné, ben oui, fait que là, dans la radiographie, il est apparu ça, là. Il est apparu qu'il y avait des métastases dans les os. Mais moi, au niveau, c'est un cancer du sein qui s'est répandu. Ben, tu sais, elle avait eu, ah oui, elle était suivie parce qu'elle avait mal au ventre, des affaires de même. Puis là, ben, les marqueurs, tu sais, parce que dans le sang, quand tu fais des prises de sang ou des choses de même, il y a des marqueurs qui t'indiquent qu'il y a un problème, puis c'est lequel à peu près. Okay. Je sais que au niveau du sein gauche, je sais qu'il y avait un petit quelque chose que c'est quoi, puis tout, mais tu sais, faut qu'on a négligé ça, mais tu dis, ben là, peut-être pas si grave que ça, mais finalement, c'est ça. Un cancer du sein, ça. Il y avait une petite bosse, là, peut-être. Fait qu'en 2002, tu sais, fait que là, tu prends une claque pas mal, là. Là, il a fallu, on est rentré en chimiothérapie, tu sais. On a fait de la chimiothérapie avec un oncologue qu'on avait bien de misère avec, là. Okay. Il n'y avait pas de il manquait d'empathie, de compréhension. Tu sais, la personne qui dit, peut-être comme c'est un devin, on va dire, ben, préparez-vous, donnez vos 6 mots, bravo, merci, c'est gentil. Mais comment tu peux plaisir 6 mots? Elle n'a pas duré 6 mois, elle a duré 2 ans et demi. Tu sais, combattre le cancer, le chimio, tout là. Puis même, écoute, elle s'est engagée même dans la Société canadienne du cancer ou québécoise du cancer. Elle a fait du bénévolat, aïe. Fait que, tu sais, l'énergie qu'elle avait, là, ben là, on a pris notre retraite en 2002, c'est ça, on avait 55 ans. Ah non. Puis là, ben, vu qu'on restait depuis 99 en phase cégep, pour la simple et bonne raison que d'aller au cégep, à un moment donné, en 89, dans Diane cette année, je la comprends, parce que moi, j'étais juste à côté de mon bureau ici. Elle est au bord de la rivière, je devais traverser. Diane, elle s'en allait régulièrement au cégep, elle traversait le pont l'hiver, l'enfer. En 99, on déménageait à Trois-Rivières, elle est à côté du cégep, puis là, en 2002, quand on sait qu'elle Diane a dit, moi, non, on ne restera pas ici. Là. Moi, j'ai toujours voulu vivre au bord de l'eau. On s'est trouvé une maison à Pointe-du-Lac qui était à vendre, une madame très gentille, bien fine, qui nous a vendu ça, sa maison. Elle était plus capable d'entretenir. Tu sais, elle était fatiguée, elle n'était pas jeune. Là. Fait qu'on a acheté la maison à Pointe-du-Lac, ce qui a fait une nouvelle vie pendant un bon 2 ans. Moi, j'ai resté là jusqu'en 2011. Tu sais, après qu'elle est décédée le 16 juin 2004. Fait que c'est ça. Mais, ce qui est spécial et mieux avec nos amis, des fois on avait des discussions, assez éprouvant comme discussion, puis des affaires de même, Diane elle s'inquiétait, qu'est-ce qui arriverait, parce qu'elle était sûre qu'elle ne survivrait pas. Là. Bon, on va se pogner une petite jeune de bonhomme, puis tout le patin va parler de moi, tu sais. On dit, voyons, c'est ça. Puis là, elle mettait au défi d'autres gars, là. Toi, tu ferais quoi, mettons, que Yep, elle mourrait le même matin, là? Prendrais-tu un autre gars, une autre fille, ou quelque chose, là? Alors, Denis, ben non, je serais pas capable. Là, moi, je dis, comment tu veux que je cherche ça? Ben là, si t'as pas de réponse, il fallait dire, là. Regarde ce que. Fait que, tu sais, pour me mettre en boîte, là, finalement,
Fait que moi, je me laissais mettre en boîte facilement, ça a l'air. Le couple d'amis dont j'ai parlé, qui nous a vendu le bout de terre, puis on a mis notre maison là-dessus, on a bâti une maison avec mes chums là-dessus, ben c'était Monique et Claude. Et Monique, on la connaît depuis 1971. Fait que, à un moment donné, Diane, elle dit la seule personne avec qui ça me dérangerait pas que tu refasses ta vie, c'est Monique. Elle dit ça devant témoin en plus. Aïe, point de quoi? Ben moi, c'était pas dans mes plans, moi, là. Mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Fait que moi, mais là, on n'a pas vécu ensemble, là. Nous autres, on avait chacun. Moi, j'étais à Pointe-du-Lac, elle est ici à Nicolette. Parce que, en 2004, justement, mène-toi donc. Fait quand même des amis, puis Diane, avant de mourir, mène-toi que Monique, elle s'est séparée. Ça ne marchait plus avec l'autre. Depuis une couple d'années, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a une décision qui a été prise. Non, ok, moi, non, je vais m'en aller en appartement. Bon, mais là, il faut trouver l'appartement. Mais Diane, elle a aidé Monique à trouver un appartement. Elle a même forcé. Elle dit, Monique, là, non, tu t'en vas pas avec rien, là. Tu t'exiges de Claude telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, Diane, elle a piloté là-dedans. Parce que Monique n'est pas exigeante. Mais tu sais, elle serait partie avec rien. Ben là, au lieu de partir avec rien, elle exige ça. Fait que finalement, elle a obtenu plein d'affaires. Puis là, il fallait qu'elle se remeuble. Il fallait qu'elle, tu sais, commence pas à zéro, là. Fait que c'est toute Diane qui poussait dessus de Monique. Fait que c'est ça qui est arrivé. De fil en aiguille, Monique a dit, tu viendrais-tu avec moi? Il y aurait fait qu'elle a cherché une armoire. Tu sais, tout était à monter en plus. Là. Une chance, sa fille est bonne là-dedans. On a fait ça ensemble. Tu sais. Fait que, non, Nathalie, je la connais, elle avait 7 ans quand on est arrivé à Nicolette. Ça fait longtemps que je la connais, sa fille, tu sais. Fait que finalement, ça de fil en aiguille, c'est devenu comme ma conjointe, tu sais. Mais au début, c'était difficile, parce que Monique est bien indépendante. Très indépendante. Elle voulait pas, non, célibataire, puis on reste de même, puis tatata. Fait que finalement, moi, j'avais ma maison, mais je venais la visiter dans son appart. Justement, celui qui est ici, à 30 secondes, même pas à 10 secondes, sur le même étage. Fait que, elle est restée là depuis 2004. Puis, ben là, actuellement, depuis un an, aujourd'hui même, le 31 mai, elle est en résidence personne avec problème cognitif parce que depuis, mettons, au moins 10 ans, 7, 8 ans, 10 ans, ben là, elle est atteinte de, ben, elle appelle ça l'Alzheimer. Dans son cas, c'est une dégénérescence cognitive suite à des AVC. C'est-à-dire des montées de pression, là, tu sais, ça montait jusqu'à 230, 240. Fait que ça fait des choses, des problèmes au cerveau, là. Fait qu'elle en a perdu tranquillement, pas vite, puis là, ben, je n'étais plus capable de m'en occuper. Tu l'as quand même accompagné longtemps. Hein? Tu l'as accompagné longtemps, quand même. Ben oui, c'est bien accompagné, c'est sûr. Tu sais, ça n'a pas arrivé d'un coup sec, c'est graduel. La diminution des capacités cognitives, je parle, elle est capable de manger tout seul, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec. On ne peut pas laisser tout seul. Même les derniers temps, là, avant qu'elle soit placée, elle faisait des chutes de pression, ça se remet sur les tuiles à terre en ciment. Là. Ouf! Donc, à un moment donné, j'étais trop sur le même. Ça levait la nuit pour aller faire pipi 2-3 fois. Là, tu te dis que ça ne s'en va pas, t'as coup que c'est froid à la terre. Ah, j'étais plus capable. Puis là, à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, j'allais la chercher souvent, là, on monte des il y a des escaliers à monter. Ben, la dernière fois, là, à peu près 3 semaines, ouf, ben là, elle n'était pas capable de monter les marches. À une parole, on dirait qu'elle s'est foirée. C'est pas des chutes de pression, mais des faiblesses musculaires. Elle ne fait pas bien d'exercice dans le mois là-bas. Là. Fait que c'est ça. Fait que la dernière fois que j'étais allé la voir, on a sorti en avant, il y a un petit parc, là, il y a une piste cyclable. Puis... Fait que, tu sais, je sais plus, je suis un petit peu craintif. Mais Monique, ça a été mon deuxième amour, tu sais, ça c'est sûr.
Tu sais, on est tellement... Mais c'est tellement différent comme personne, là. Diane et Monique, c'est deux univers différents, là. Monique est indépendante, dans mes chansons, j'en ai plusieurs que j'ai faites sur Monique, là. C'est comme un calmant, Monique, pour moi, là, tandis que Diane, c'est un speed, là, tu sais, c'est pas pareil dans tout, là. On est deux extrêmes. Fait que moi, à l'âge où je suis rendu à 55 ans, 60 ans, moi, ça me prend plus un calmant, finalement, qu'un speed. Fait que finalement, elle continue à faire ma musique, plus, après 2004, enregistré 2-3 albums, faire des spectacles avec un paquet de groupes que je me constituais. Et puis, ça a été vraiment, là, mais c'est ma phase, la phase musicale, où tu te prends pour un adolescent, puis tu veux conquérir le monde avec ta musique. Qu'est-ce que tu as fait pour m'envoûter de la sorte? J'étais devenu feuille que le vent porte. Tu te croyais fragile, tu m'as ouvert ta porte. Je suis devenu vulnérable et toi la plus forte. Je t'aime, toi qui fais tout pour que rien ne m'attise. Je t'aime. Est-ce que vous direz que le décès de votre femme vous a justement accroché à la vie, de dire là, je m'offre ce cadeau-là? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ah oui. Puis même ma femme, elle connaissait plusieurs des chansons, surtout du premier album, là, que j'ai déjà fait dans le temps, puis j'ai fait pendant sa maladie, puis non, c'est sûr que... Oh, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un baume pour l'âme? Oui, je dirais ça. Ah, ça m'a fait du bien. Même quand c'est le premier album, justement, quand Steve Normandie a fait la première chanson à l'accordéon, aïe, je tombe à terre. On n'est pas dormi pendant 3 jours. Sérieux? À travers ça, la musique et tout ça, qu'est-ce que vous allez chercher? Pourquoi ça vous accroche? Pourquoi ça vous a accroché quand vous étiez plus jeune aussi? C'est une passion. C'est comme en dedans de toi, ça. Puis même ceux qui jouent avec moi, c'est viscéral. Je veux dire, c'est là. On fait ça parce que, pourquoi? Parce que, premièrement, il y a plein d'esclaves qui travaillent pour nous autres. On a une pension. On peut se permettre de faire plein d'affaires qu'on aime. Tu sais, on est quand même gâtés ici. On a payé notre pension, c'est vrai. On a bien des revendications qui ont fait qu'il y a une société quand même qui disent riche, mais pas pour tout le monde. Là. Mais n'empêche que, beaucoup de loisirs, là. Regarde, moi, à mon âge. Là. Il dicte dans le noir au pantin du pouvoir ce qu'au journal du soir il faudra bien faire croire. Jusque dans l'isoloir influence l'auditoire. Jusque dans l'isoloir influence l'auditoire. La 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 la. Ça, c'est d'autres choses. Mac Provo, lui, m'a accompagné sur ma chanson Respecte la vie, parce que c'est celle-là qui finissait le show. Fait que tu sais, non. Fait que c'est celle-là qui finit le show. Ouch! Fait que là, ça sonnait en tabarnak. Et puis, mais moi, il trouvait que je jouais pas assez bien guitare. Ma chanson! Fait que, OK, Matt, va la faire. Ben là, il était pas tout seul, il y avait tout l'orchestre qui accompagne. T'as 4-5 musiciens. Là. Fait qu'on a fait la chanson Respecte la vie. Plus style amérindien. Ah, ça, j'étais contrarié parce que le chef d'orchestre, il voulait changer l'affaire plus en changeant quelques accords. Oui, j'admets. Et puis ça, c'est avec en tabarnak. Robert, parce que les gars de dommage, il était obligé de faire la pétante, tout ça. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. De la nuit des temps, tout ce que j'entends,
C'est une voix qui dit respecte la vie de la nuit des temps. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Mes parents, ben ça, c'était des chanteurs. Tu sais, mon père était ténor, il avait bel temps. Ma mère était soprano, chantait à l'église, là, des chorales, puis même les ennemis chrétiens. Et puis les familles, quand on se réunissait, la famille, dans le temps des fêtes, c'était tous mes oncles et des tantes chantaient comme il faut. Il y avait vraiment des moyens cœur de chant. Fait que moi, j'ai été élevé là-dedans, tu sais, dans la musique. Fait que c'est pas surprenant que, quoique, même mon frère François, il a fait un jazzman. Gérard, il a essayé d'apprendre le saxophone. Il a abandonné. Mais n'empêche qu'il chante bien. Roger, c'est un mélomane de la musique classique, ça c'est sûr. Alors, tu sais, on a tous. Mon père, il adorait l'opéra. Moi, je suis pas fort là-dessus. Puis, comme les samedis après-midi ou les dimanches, là, à l'heure du midi, là, il y avait le Metropolitan Opera de New York qui jouait. Puis, avec mon père, quand ça jouait, là, il battait la mesure comme un chef d'orchestre. Moi, je l'aime, mon grand-père, parce qu'il est fou. Quand je vais chez lui, il sort sa guitare, on chante, on danse, puis on a du plaisir. Hey, salut les enfants! Ça va bien? Oui! Vous autres aussi? Hey, c'est merveilleux! Grand-papa, est-ce que ça tente qu'on aille faire les fous? On va leur montrer comment on a du plaisir ensemble. Ben certain qu'on va leur montrer, puis on va leur chanter une chanson qui s'appelle « Dans mon potager ». Ça pousse, pousse, pousse. Il y a des poireaux qui sont en blanc, qui prennent leur temps, qui prennent leur temps. Et des petits pois. Je lève les bras, je lève les bras dans mon potager. Ça pousse, pousse, pousse. Il y a des tomates, oui, ça c'est sûr. Je vous l'assure, je vous l'assure. Quand elles sont rouges, c'est là que je bouge, c'est là que je bouge dans mon potager. Ça pousse, pousse, pousse. Il y a des oignons et des concombres en très grand nombre. Allez-y, là! En très grand nombre. J'ai joué avec mes deux collègues, là. C'est ça, Marc et Claude. On a fait des spectacles, là. On est allé faire la maison des Leclerc au Quai de la Madeleine. On a fait pas mal à Joliette. On a fait pas mal d'affaires. À Tours, parce que chacun est auteur-compositeur, il faut oublier ça, ces deux autres-là aussi. Ils ont leur propre répertoire, fait que là, on mixait notre répertoire, c'était toute beauté. On a fait quelques spectacles, pas mal de spectacles. Ça s'appelait Jamais 203. 203, le chiffre 203, tu sais, faire le petit jeu de mots spécial. Fait que mon ami Gilles, avec mon amie Catherine, on a fait des shows, dont plusieurs à Saint-Jean-Baptiste. La 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 fortunes à acquérir et tout à anéantir. Les climats sont changés, le bleu du ciel profané.
c'est le dernier centenaire. Dans la jeunesse fonde le germe d'un autre monde. Dans ce petit ange, même dans la fange, on table le combat. Dans ce petit ange, pour que les temps changent, deviendront grands et pas. La 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 la. Alors, mon père, qu'est-ce que je retiens de lui particulièrement, c'est qu'il a toujours été là pour moi. Je savais que ça ferait ça. Tu peux couper au montage des boîtes aussi. Non, c'est ça. Par quoi commencer? En fait, ben, petit, ben, il était très présent, malgré beaucoup de travail. Effectivement, tantôt on a fait un petit échange de questions avec nos plus beaux souvenirs. Ben, c'était les vacances à la mer, j'avoue que ça c'est des beaux souvenirs. Après ça, ouais. Souvenir plus cocasse, j'aimais bien quand on allait chercher des vers, mettons, dans le champ pour la pêche. Fait que, on allait le soir, puis là, on attrapait les vers qui sortaient du champ, c'était quand même rigolo. Ben là, évidemment, ça me fait penser aux pêches, là, quand on était ensemble, quand on est allé à la pêche. Voilà. Sinon, à part ça, ben, il est encore très là pour moi, financièrement, il a toujours aidé beaucoup. À part ça, qu'est-ce que je dirais? Ben, c'est ça, surtout qu'il est beaucoup là pour ceux qui aiment. Bon, avec son insécurité, mais ça, on sait que c'est pour notre bien, comme on parlait tantôt justement. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais là, je ne vais pas tout prendre la place du documentaire non plus. Voilà, ben, toutes bien accompagné aussi au volleyball. Beaucoup de livres, les tournois, les accompagnements de pratique, c'est ça. Il a toujours été là pour veiller sur moi. Voilà. Ah oui! Ce serait intéressant, ben, c'est ça, là, souvent des discussions, des fois sur la vie et tout ça. J'aimerais ça l'entendre aussi nous dire qu'est-ce qu'il retient là, depuis toutes ces années aussi. Là, de l'entendre nous dire de lui-même un peu qu'est-ce qu'il retient comme philosophie de vie pour lui. Voilà, comme sa sagesse, où il en est. Voilà. La philosophie, c'est un mode de vie, c'est ça. Oui, puis il faut que ça dérange, tu sais. Comme dirait Diogène, là, le grec qui se promenait dans son baril, là, puis à un moment donné, Alexandre le Grand, le conquérant, là, le grec, là, il est allé jusqu'à quasiment aux frontières de l'Inde. À un moment donné, il y avait Diogène, là, que c'était un philosophe cynique, là. Alors, Diogène se promenait dans son baril, puis c'est plus que la simplicité volontaire, il vivait de rien, il était quasiment quêteux. Fait qu'à un moment donné, Alexandre, lui était connu, fait qu'Alexandre le Grand est arrivé dans le village où Diogène reste, là, tu sais, puis il demande, il dit, bon, fait que là, il était avec son cheval, puis toute la patente, Diogène est dans son baril, il sort de son baril, puis là, ben, il fait un beau soleil, il dit, oh, c'est fait beau. Fait que là, Alexandre le Grand, il demande à Diogène, il dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi pour te rendre heureux? Parce que là, il voit que Diogène, ça n'a pas de bon sens, tu sais, comment est-ce qu'il est attaqué, puis ça. Fait que Diogène dit, ben, pouvez-vous vous tasser du soleil, quand il y a un peu de soleil? Ça va suffire. Fait que tu vois un peu le genre de réplique cynique, mais qu'on peut adapter à nos vies.
sais, on n'a pas besoin de grand-chose, vraiment. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que pour ta moi? philosophie? Qu'est-ce qui est ma philosophie? Moi, ma philosophie, je dirais que c'est ça. C'est plus une philosophie stoïcienne. Moi, j'ai appris ça avec mon ami Jacques Sénécal, en suivant ses cours à l'Université du 3e âge. Il nous en a donné de toutes les sortes, là, des cours de philo, plein d'auteurs, puis tout, là, puis les courants philosophiques des vieux Grecs, des Romains, peu importe, de l'époque, puis même qui sont encore existants aujourd'hui. Alors moi, ma philosophie, c'est le stoïcisme, mettons. Ça veut dire que, et l'épicurisme. Alors, l'Épicure, ce qu'il disait, dans la vie, on a des besoins naturels et essentiels, comme par exemple boire, manger, se vêtir, se loger. Ça, c'est des besoins essentiels, tu ne peux pas t'en sortir. Et naturels, donc, naturels. Ensuite, tu as des besoins qui sont naturels et non essentiels, comme le sexe, la sexualité, puis tout. C'est sûr que naturellement, la sexualité, ben, le premier objectif chez les humains, même si ça peut être le plaisir qu'on pourrait penser, non, c'est la reproduction. C'est reproduire l'espèce comme n'importe quelle espèce animale vivante. Le but de l'espèce, c'est de se reproduire. Donc, un besoin essentiel, mais non naturel, mais non essentiel. Essentiel dans le sens que, ou non essentiel dans le sens que tu peux te passer de sexe toute ta vie, tu sais, en termes de sexualité ludique, on va dire ça comme ça. Puis ça, c'est la deuxième catégorie de besoins. Troisième catégorie de besoins, selon Épicure, il y a des besoins non essentiels et non naturels. Par exemple, je te laisse deviner. Le matériel. Les biens matériels, l'accumulation des biens, le pouvoir. Ça, c'est pas un besoin essentiel ni naturel. C'est les humains qui ont créé ce besoin-là. Le besoin de dominer, le besoin de compétitionner. Tous ces besoins-là, ce ne sont pas des besoins naturels ni essentiels. Fait que c'est à peu près ça, tu sais. Là, on n'est plus dans les échelles de Maslow ou des pyramides de Maslow. Là, c'est probablement qui ont prêté ça des vieux Grecs comme Épicure, tu sais, l'affaire-là. Fait que, alors donc, ça c'est l'épicurisme. D'ailleurs, qu'on traduit souvent dans le langage ou la culture populaire, l'épicurisme à l'exagération. Non, c'est pas vrai dans tout. Non, non. Tu es un épicurien. Ah, vous êtes épicurien. Ah, vous aimez la bonne bouffe, ces affaires-là, la grande bouffe. Non. L'école d'Épicure, c'est une école de satisfaction des besoins naturels. Et bon, oui, on peut s'amuser, mais c'est trop dans le raisonnable, si on peut dire. Il n'y a pas d'exagération. Le stoïcisme, d'où le fait que la philosophie, moi, que j'essaie de promouvoir, évidemment, pour soi-même, pour les autres, ben, c'est la philosophie épicurienne, puis la simplicité volontaire, tu sais. Je veux dire, moi, j'essaie de ne pas accumuler, j'essaie de que ça ne me donne rien, ça ne m'apporte aucune satisfaction. Ce sont des désirs, puis les désirs, ben, c'est infini, tu sais, ça ne finit jamais. Fait qu'il faut, comment on dirait, arrêter de désirer. Puis juste désirer ce qu'on a déjà. C'est déjà pas pire. Désirer ce qu'on a déjà. Puis une des choses, mettons en philosophie, moi, à laquelle je crois beaucoup, c'est l'amitié. Puis l'amitié, c'est large, c'est grand. L'amitié, ça comprend l'amour, ça comprend la camaraderie, ça comprend la coopération, ça comprend beaucoup de choses. Et je parlais de stoïcisme. Pourquoi je parlais de stoïcisme? Parce qu'évidemment, sans prétention trop, moi, mon nom, c'est Marc Aurèle. Fait que dans l'Antiquité, il y avait des philosophes, surtout les
les philosophes romains, là, de l'époque, il y avait Épictète, il y avait Marc Aurèle, puis tout, là. Alors, eux autres, pas des affirmations, mais ce qui pouvait réguler leur vie, c'était la suivante. Même s'il y avait des esclaves qui travaillaient pour eux autres, en tout cas, c'est une autre histoire. Comme les Grecs aussi. Parce qu'il n'y avait pas eu d'esclaves, il n'y avait pas pu être philosophe. Alors, un peu la même chose pour l'empereur romain. Alors, Marc Aurèle qui disait « Ce qui arrive, arrive justement. » Alors, peu importe que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose qui t'arrive, ça arrive justement. Alors, si ça a arrivé, ben, ça arrive parce que ça doit arriver. Ça, c'est dur à accepter. Une fois que tu as accepté ça, moi, au début, j'avais de la misère avec ça, mais là, je commence plus à me dire, ouais, OK, quand il arrive quelque chose de pas correct, ou qui me fait pas de bien, tu sais, là, je me dis, ouais, mais là, il faut que je l'accepte. Mais l'acceptation, c'est pas la résignation. Moi, dans mon livre à moi, c'est la résignation. Je ne veux pas me résigner. Moi, quelque chose arrive justement. Ben là, on va pas me résigner. Non. C'est accepter ce qui arrive. Bon, écoute, Félix, on a parlé au début de notre rencontre qu'il y a des choses, des fois, qui sont difficiles à exprimer. Pas parce que on se sent nécessairement coupable ou honteux de quoi que ce soit, mais c'est encore aujourd'hui le cas dans la question des abus sexuels, ou des abus surtout sexuels, effectivement. Fait qu'il y a un sujet qui était particulièrement difficile à aborder dans mon temps, dans mon jeune temps, même jeune, parce que je ne suis pas le seul à avoir été abusé, mais tentative d'abus. Il faut le dire, je n'ai pas été abusé comme tel, mais tentative d'abus, quoique, bon, je me rapporte, mettons, à la première expérience, j'étais, je ne sais même plus quel âge j'avais, mais c'était pas, c'était un enfant, là, je sais pas, moi, je me souviens d'être en avant de la maison, j'étais avec ma petite barouette, là, que je promenais, puis il y a un bonhomme qui a passé, puis il m'a attiré, je sais pas, avec des bonbons, je ne sais pas trop. J'aimais bien les bonbons, je te dis. À la fin, des bonbons, puis les gamballons, je sais pas quoi. Fait que Mantodo qui a réussi à m'entraîner, un parfait inconnu. Comment ça se fait? Excusez-moi, mes parents étaient-ils négligents à ce point-là? Tu te dis, calvasse, comment ça se fait qu'il est arrivé une affaire de même? L'inconnu me fait suivre jusqu'à dans un Mantoue assez loin quand même, là, il me semble que c'était loin, dans un bloc appartement. Un bloc appartement, tu sais, où est-ce que je vois encore les deux portes, t'as le palier principal quand tu arrives, tu ouvres la porte, puis là en haut, tu as 3, 4, 5 marches à monter, puis tu es rendu dans les deux portes d'appartement, tu as 2 appartements, en tout cas. Quoique je vois qu'il y avait quand même place pour s'asseoir, là. Et ça veut dire qu'il y avait un petit bout d'escalier dans lequel le bonhomme s'assoit, puis il m'a fait entrer là. Tu sais, c'était vraiment prémédité, là, pas à peu près. Là, il a ouvert son pantalon, il m'a montré son pénis, puis je sais plus s'il était en érection ou pas, là. Mais il m'a jamais touché, mais moi, j'ai sûrement fait quelque chose, parce que c'est la seule affaire que je me souviens. À l'effet que j'ai sûrement quitté, j'ai dû crier, j'ai dû faire de quoi, parce que la seule affaire que je me souviens, c'est que je suis revenu chez nous. Je sais pas comment j'ai réussi, parce que là, écoute, je n'avais pas exploré ce coin-là, moi, là, celui-là, je sais pas quoi, en tout cas. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai moins sens d'orientation que je l'avais dans ce temps-là. Je vis dans un édifice actuellement, là, comme moi, je gagne pas à l'université. Ouch! Je suis perdu complètement. Fait que, pfiouf! Fait qu'au moins, à ce moment-là, j'ai réussi à m'en sauver. Puis, je suis revenu chez nous. J'avais compté ça à mes parents, à quel moment. Mon père, il me semble qu'il n'était pas revenu travailler, ou en tout cas, parce que sans ça, ça ne serait jamais arrivé. En tout cas, j'ai compté ça, mon père, il était dans tous ses états. Il voulait aller, mais là, ça fait un petit bout, ça s'était passé dans la journée, je ne sais pas trop, en tout cas.
Alors, je pense que je ne suis pas sûr si on n'a pas fait le même chemin que je croyais avoir fait avec le bonhomme en question, en tout cas, peu importe. Ça finit là. Il peut arriver d'autres choses. Ils ont appelé la police. Je m'en souviens pas de ça, je ne sais même pas. C'était trop petit. Là. Fait que ça, de la part d'un inconnu, puis qu'il n'y a pas de séquelles, puis il n'y a pas de. Entre guillemets, j'aime pas le dire de même, mais c'est parce que si on faut faire des comparaisons. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est pas. C'est un moindre mal, comme on dit. Mais il y a d'autres circonstances dans lesquelles même mes frères se sont trouvés, je ne parlerai pas pour eux autres, puis moi-même, avec quand c'est dans la famille, ah ben là, par exemple, on ne parle plus de la même affaire pendant tout. Là. Et puis que, quand on entend parler, que moi-même, je n'avais jamais entendu parler, à moins qu'après qu'on ait pu se dévoiler des choses entre frères, tu sais. Puis moi, l'affaire que j'ai dévoilée à mes frères, bien, je n'ai jamais dévoilé à mes parents. Puis ni à mon cousin avec qui j'étais à l'époque, parce qu'on était allé à Plattsburgh camper avec un de mes oncles. Puis l'oncle en question, il y avait une relation homosexuelle avec un autre. Mais moi, dans ce temps-là, j'avais 14 ans, 15 ans. Bon, mais là, c'est-tu naïf là, à ce point-là? T'as même pas l'impression. C'est un ami de la famille. Mais finalement, c'est son chum. Puis, c'est connu des adultes. Mais ça ne veut pas dire que tu es homosexuel, tu es pédophile. C'est pas une équation qu'il faut faire. Mais lui, mon oncle, en question, le plus vieux de la famille de mon père, ben, il nous gâtait, tu sais, il nous gâtait. Il gâtait mes parents. Il gâtait mon père. Parce que lui, c'est lui qui était célibataire, fait qu'il travaillait, puis il avait une bonne job, puis à un moment donné, quand je savais le char, c'est nous autres qui l'avaient, c'était mon oncle Philippe. Là. Il avait 7 enfants, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait que, tu sais, de petit cadeau en petit cadeau, généreux, toute la patente. C'est le bon gars, le bonhomme, le bon gars de la famille. Il donne bien des affaires à ses frères, ses soeurs, puis les familles de ses frères et ses soeurs, tu sais. Fait que ça fait comme un esprit de bravo, c'est fantastique. Ben lui, le bonhomme, il en profite aussi. Pour venir à Plattsburgh, on allait régulièrement en famille. Là, cette fois-là, on est allé, il y avait un cinéparc là en plus. On est allé au cinéparc. Là, j'étais avec mon cousin Pierre, tu sais, puis avec qui je me tenais souvent. Puis, fait que mon oncle nous amène là, tu sais. Nous autres, on est des campeurs, on est des scouts, on monte la tente, la patente. Après le cinéparc, on se couche. Couche dans la tente. Le bonhomme est dans le milieu des deux, tu sais. Maintenant, moi, je suis couché sur le dos. Là, tu regardes, tu es couché, tu dors. D'un coup, je sens quelque chose qui se passe, c'est... On tabarnak, qu'est-ce qu'il fait là, c'est bon. Hey, j'ai 14 ans, j'aurais pu y coller 5 points dans la face, tu sais, j'ai pas fait ça. Je me suis viré de bord, puis ça a arrêté là. Mais, tu sais, dans tous les cas d'abus, surtout dans les familles, tu divulgues rien parce que tu as peur que la famille éclate, la chicane pogne, toute la patente, au point même où la victime n'est pas crue. Tu sais, puis moi, pourtant, s'il y a quelqu'un qui n'était pas menteur, c'est bien moi, tu sais. Mais même à ça, je n'ai même jamais divulgué quoi que ce soit. J'en ai même pas parlé à mon cousin. Par la suite, donc, il a-tu fait quelque chose avec toi? Jamais. C'est-tu fou, hein? Mais dans les affaires de famille, après, quand il y avait des décès, puis toute la fatale, je me souviens, on n'a pas su que les gens, mes cousins, puis tout, c'était à mot couvert, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était déjà passé, peut-être avec d'autres membres de la famille de mes cousins, tu sais. Cousins, cousines, là, tout cas, je ne sais pas trop. Mais malgré tout ça, on n'a jamais parlé. Ouvertement. Fait que c'est ça que je voulais te conter, parce que je trouve que, tu sais, aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est difficile comment je dirais, de divulguer des choses. C'est même des tabous, oui, mais des secrets de famille qui empoisonnent. Moi, je peux pas dire que ça m'a empoisonné,
Sauf si je te le compte aujourd'hui. C'est parce que ça m'est resté. Puis quand je vois la face d'un film qu'on a regardé pour mettre sur le documentaire, oh non, pas lui, tabarnak. Tu sais? Tu sais, ça reste pareil, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dénonçons, puis soyons crus au lieu de se taire, donc crus au lieu de tu. Soyons. Je l'ai mieux dit tout à l'heure, mais là, je peux plus te le dire. Oui, c'est ça que j'avais sur le cœur, puis je te le dis. Là. Puis ça me dérange pas, ça me fait plaisir même que d'autres puissent entendre ça pour continuer à dénoncer ce qui est dénonçable et qui doit l'être. Tu sais, ton dernier album, L'Esprit reste, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? L'esprit, ça a l'air assez ésotérique, mais c'est pas dans ce sens-là que je le fais, parce qu'on pourrait croire à ça. Moi, ce que je crois, c'est une croyance, comme il y en a d'autres ont des croyances, c'est que c'est l'esprit de chacun, même l'esprit de l'humanité. Alors, à chaque époque, l'humanité a une espèce d'évolution, on va dire ça. Puis chaque génération transfère son esprit, si on peut dire ça comme ça, de génération en génération, et jusqu'à aujourd'hui, mettons. De sorte que moi, comme grand-parent, mettons, c'est sûr que même quand je perçois les autres, mes petits-enfants, mes enfants, c'est évident que si je perçois, dans mon esprit, j'ai Elio, j'ai Félix, j'ai Tsaïr, j'ai Iseut, j'ai Maud, j'ai Alexis, Debbie, Gabriel, en tout cas. Pour moi, ce sont tous des esprits, autrement dit. Tu sais, ils ont chacun leur façon d'être. Moi, l'esprit, ça correspond à ça. Quand je dis dans chaque pas de ceux qui restent, l'esprit reste. Tu sais. Ça veut dire qu'on marche toujours sur des pas des autres. Et chacun des pas qu'on fait, bien, comprend ou contient l'esprit de tout ce qui est avant nous. Puis même tout ce qui est après nous aussi, dans le cas qui nous concerne. Parce que ça va devenir d'autres pas dans lesquels d'autres vont marcher. Fait qu'on transmet toujours quelque chose. Mais dans mon esprit, alors voilà, alors il signifie beaucoup de choses, mais il signifie surtout le fait qu'on laisse une trace, bien évidemment, et puis que dans cette trace-là, chacun de nous, nos ancêtres, ou peu importe, puis ceux qui viennent, bien, ils marchent dedans. Tu sais. L'esprit reste dans les pas qu'on trace. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, chacun de mes petits-enfants, bien, c'est bien évident, ils ont chacun leur qualité, ils ont chacun leur potentiel. Alors, ça, c'est intéressant. Puis, chacun a sa personnalité. Fait que moi, plus je les rencontre, plus je les vois, c'est sûr, moi, ça me réjouit, là, parce que je peux... Mais moi, honnêtement, j'aime bien discuter avec mes petits-enfants, mais c'est pas toujours le cas. Ça. Des fois, on discute pas tout le temps mon goût. Tu sais. Mais là, dans le moment, depuis plus de 24 heures, j'ai l'occasion, le privilège de discuter avec un cinéaste en herbe et qui a choisi de faire un documentaire sur son grand-père. C'est particulier. C'est plutôt, comment je dirais, gênant, mais plus ou moins. Si je me suis prêté à l'exercice, c'est parce que je trouve ça une belle aventure, parce que c'est un peu qu'on disait hors micro. Finalement, tu sais, je regarde ça là, depuis que je t'ai compté, depuis mon enfance, tout. Ben, ma vie, là, moi qui n'ai pas si téméraire que ça, je regarde ça. Moi, pas mal plus que je pensais. Puis pour moi, la vie est une sorte d'aventure qui va laisser ses traces.
Si on revient à notre thème, à notre chanson, et ben, c'est ce que je souhaite, c'est sûr que tout le monde souhaite, c'est ça, le stress, là. Bon, ça peut être des petits stress, des moyens de stress, des gros stress. Mais c'est ça, mais moi, ben, c'est ça que j'ai découvert en discutant avec toi, Félix. Moi, une aventure, mais comme je t'ai dit, par exemple, cette aventure-là, pour moi, elle est comme elle est déterminée beaucoup, pas juste par un seul individu, elle est déterminée par ceux avec qui on fait équipe ou celles avec qui on fait équipe. Alors pour moi, ça a toujours été important le travail d'équipe. Puis faire des aventures d'équipe. Que ce soit le football, le théâtre, que ce soit la chanson, que ce soit les études, que ce soit peu importe, tel que soit le projet, moi je trouve que le travail d'équipe, c'est pas pour rien que j'ai une certaine forme de philosophie anarchiste. La coopération, pour moi, c'est primordial, c'est très important. Fait que c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, que chacun de vous, les petits-enfants, puissiez trouver les personnes importantes pour vous, qui vont vous compléter, vous comprendre, et que vous allez comprendre, et puis avec lesquels vous allez former des belles alliances. Quand on croit que tout est fini, les joies et les peines aussi, il y a des chemins parcourus qui ne sont pas tous disparus. Si l'amitié porte ses fruits, qui nous ont fait vieillir ici, c'est qu'entre nous il s'est tenu un rendez-vous sans retenue. Malgré le fracas et les gestes, il y a des histoires qui attestent que dans chaque pas de ceux qui restent, quand on s'en va, l'esprit reste. Qu'en est-il de la tendresse qui fut notre seule richesse? Des souvenirs mis en veille qui s'embraseront au soleil. Et que penser de nos faiblesses qui souvent nous tiennent en laisse? Quels attributs, quelle merveille au moment où elle s'éveille. Malgré le fracas et les gestes, il y a des histoires qui attestent que dans chaque pas de ceux qui restent, quand on s'en va, l'esprit reste. Entre les lois de l'univers, le sacrifice